Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette formation qui est dédiée à l'économie de Marx, l'introduction à l'économie de Marx. Alors c'est une formation dont j'ai déjà donné une première version dans le cadre de l'Institut La Boétie et que je réadapte aujourd'hui dans un format un petit peu plus court. Alors je vais vous raconter plein de trucs. Marx, il y a plein de trucs à dire, et donc je vais vous dire très peu de choses de tout ce qu'il y aurait à dire, évidemment. C'est vraiment rudimentaire, quelques éléments, etc. Mais j'espère susciter votre curiosité ou vous rappeler des choses, puisque sans doute il y a des éléments que vous connaissez déjà. Mais je voudrais quand même dire une première chose pour commencer, c'est que si c'est pas clair, le problème c'est moi. Donc vous levez la main, vous posez la question, et vous êtes sans doute plusieurs à ne pas avoir compris ce que je voulais dire, et c'est que je me suis mal exprimé. Donc n'hésitez pas, voilà, posez des questions de clarification bien sûr, ensuite à la fin on aura une discussion peut-être plus sur le fond, mais s'il y a des passages qui ne sont pas clairs, vous levez la main, je re-raconte et voilà. Il y a autre chose, j'ai un autre défaut, à part le fait de ne pas toujours être clair, j'ai un autre défaut, c'est que j'ai tendance à parler très vite, je m'emballe. Vous voyez, je pense, je m'emballe, je suis enthousiaste. Et puis, donc du coup, quand il fait très chaud, en plus, les gens, des fois, ils décrochent. Alors dans ce cas-là, plutôt que de décrocher et de vous assoupir, ce qui me déprimerait, vous me dites de ralentir. Voilà, ça marche. Bon, voilà. Si ça vous convient, on va essayer de commencer tout de suite. Alors, le premier point que je voudrais évoquer, c'est que Marx, c'est vraiment super. C'est quelque chose que la bourgeoisie nous envie. C'est un philosophe, un penseur que la bourgeoisie nous envie. Et là, je voudrais vous donner deux exemples de ça. Le premier exemple, c'est à gauche. C'est, vous voyez, ce monsieur-là, un peu ventripotent, c'est Martin Wolf. C'est le chef économiste du Financial Times. C'est donc quelqu'un qui fait des chroniques économiques sur Financial Times régulièrement. Et puis, il a fait tous les 2-3 ans, il écrit un livre pour dire comment sauver le capitalisme, ou qu'est-ce qu'on peut faire, vivre le capitalisme démocratique, ou des trucs comme ça. Et il le présente, c'est quelqu'un d'assez ouvert, donc il discute y compris avec des marxistes. Et il a été dans une université à Londres, à King's College, ce printemps, au mois de mai, et il a donc déclaré dans le cadre de cette conférence, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'intelligent en sens social sans être un marxiste. Bon, c'est un peu fort, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, au-delà même du combat politique qui nous réunit ici, qui fait que Marx est un outil majeur pour ça, si on veut sérieusement comprendre les sociétés modernes, eh bien, il faut comprendre le capitalisme, et si on veut comprendre sérieusement le capitalisme, eh bien, la pensée de Marx est indispensable. Indispensable. Et il y a bien que les économistes mainstream aujourd'hui qui ne le savent pas. Schumpeter était un grand lecteur de Marx. Bon, il n'y a donc pas besoin, au-delà de ça, c'est un penseur extrêmement important. Deuxième exemple, c'est à droite la couverture de Elle, 2022, puis je cite Emmanuel Macron qui rappelle « Mon conseil aux jeunes, lire le Capital, lire Karl Marx ». Bon, ben, c'est un bon conseil, on n'écoute pas souvent les conseils de Macron, mais celui-ci est un bon conseil, et ça montre bien, si vous voulez, cette présence-là. Alors, le problème de Karl Marx, c'est que c'est super, mais ça se mérite. Donc, sa spécificité à Marx, c'est quoi? C'est que non seulement il pense le monde, mais il s'efforce de le transformer. Il y a cette citation fameuse qui dit « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, mais ce qui importe, c'est de le transformer. » Et toute son œuvre, elle vise à essayer de donner des outils pour transformer le monde. Mais, donc c'est un théoricien militant, et ça c'est super. Mais en même temps, c'est une théorie qui est très complexe, très riche, inachevée, sujette à controverse. Marx ne dit pas la même chose selon les périodes, sa pensée est en mouvement. Bon. Et donc, à la fois c'est complexe et à la fois c'est inachevé. Ça veut dire que ce que je peux vous donner, c'est des outils pour penser, mais dans bien des domaines, c'est des choses qui sont encore aujourd'hui débattues, qui continuent à être sujets de controverse, différentes interprétations, etc. Et c'est pas grave. C'est pas grave. On ne cherche pas un catéchisme. On cherche à avoir des moyens de penser. Et c'est ce que donne Marx. C'est pas un catéchisme, c'est des outils pour penser. Alors, la structure de cette présentation, elle va être la suivante. Je vais avoir quatre points qui sont 4 éléments de la théorie économique de Marx. C'est pas tout, mais il y a quelques... Voilà. La première chose, c'est la catégorie de marchandise, et en particulier l'idée que la marchandise est un fétiche. On va essayer de voir ce que ça veut dire, cette histoire de marchandise comme fétiche, et en quoi c'est important pour militer. La deuxième idée, c'est l'idée d'exploitation. C'est peut-être celle qui est la plus connue chez Marx, l'idée que le capitalisme est basé sur l'exploitation du travail. Alors on va essayer de voir un peu concrètement ce que c'est pour Marx. Ensuite, on verra à un niveau un peu plus générique ce que c'est pour Marx le capitalisme. Le capitalisme, c'est l'accumulation du capital, mais on peut le penser avec un théoricien contemporain très important, David Harvey, qui réinterprète Marx. Il dit
ce qu'il nous dit, c'est de la valeur en mouvement, hein, donc de la valeur qui circule. Ce n'est pas quelque chose de figé, le capital, c'est dynamique. C'est même diaboliquement dynamique, hein, c'est une spirale. Et enfin, on discutera de la perspective de Marx sur le développement historique du capitalisme et ce que ça veut dire pour nous. Hein, et bon, je ne sais pas si on aura le temps d'aller très loin dans cette discussion, on verra en fonction du temps que je prendrai. Alors, commençons donc par la marchandise comme fétiche. Alors, qu'est-ce qu'un fétiche, hein? Un fétiche, ben là vous en voyez un, tiré d'une exposition du Quai Branly, un objet qui vient du sud-est du Congo, et c'est une statue qui représente, qui est animée par l'esprit d'un mort et qui est dotée d'une volonté propre. Hein. Donc ce que nous dit la notice du musée, hein, ce fétiche marionnette était conservé dans une hutte spéciale sous la surveillance de jeunes enfants, et les gens du village l'interrogeaient en le faisant osciller, hein, grâce aux cordes partant de ses bras, et donc le fétiche s'exprimait, hein, sur les questions qu'on lui posait. Bon. Donc un fétiche, c'est quoi, hein? C'est un objet naturel ou façonné ou considéré par les humains comme tel et qui incarne une puissance suprahumaine, hein, qui est dotée de pouvoirs magiques. Bon. Eh bien Marx nous dit la marchandise, c'est ça. La marchandise, c'est quelque chose qui est doté, qui n'a pas de puissance surnaturelle, mais qui est doté de puissance surnaturelle, de pouvoirs magiques que l'on ne reconnaît pas comme quelque chose d'humain. Alors, on va essayer de voir un peu concrètement ce que c'est que cette marchandise. Ben, une marchandise, c'est d'abord de la valeur d'usage. Hein. Et qu'est-ce que vous voyez là, hein? Vous voyez des chaises. Les chaises, c'est fait pour quoi? Pour s'asseoir. Bon, alors, de la valeur d'usage, hein, ce que nous dit Marx, c'est quelque chose qui se réalise immédiatement, on le vérifie tout de suite, dans un rapport immédiat entre l'homme et la chose, l'humain et la chose. Hein. Quand on s'assoit sur une chaise, on expérimente la valeur d'usage de la chaise et c'est vraiment super. Bon. Mais ça, ce n'est pas seulement de la valeur d'usage d'une chaise, c'est aussi de la valeur d'échange. Hein. Et donc là, vous voyez, ces deux chaises sur le site de la Redoute, elles ont un prix. Hein. Elles ont un prix qui correspond, qui permet de les comparer à tout. Précédemment, je vous présentais une chaise, la seule chose que vous voyez, c'est la possibilité de s'asseoir. Et là, vous dites 189 balles la chaise, vraiment, c'est cher, est-ce que je ne pourrais pas plutôt faire ci ou faire ça? Bon, voilà. C'est les deux, j'ai pas de... Ah, les deux, vous avez raison, j'ai mal lu. Ouais, bon, peut-être pas si cher, bon, bref. Non, mais vous voyez, en tous les cas, la discussion change. Hein. On n'est plus dans la valeur d'usage, on est dans la valeur d'échange. Hein. Et la valeur d'échange, c'est quelque chose qui ne se vérifie que par l'échange. Les chaises valent 189 € si vous les achetez. Hein, et de la même manière, pour le vendeur, elles valent 189 € si c'est vendu. Donc il y a cette réalisation qui est nécessaire. L'échange permet de vérifier cette valeur d'usage. Alors le capitalisme, eh bien, c'est un procès qui a la spécificité d'être un processus pour l'échange. Hein. Il y a si vous voulez, le processus de travail précédemment était fait dans beaucoup d'endroits. Peut-être que certains de vous ont des grands-parents, des arrière-grands-parents qui habitaient à la campagne, qui consommaient très largement ce qu'eux-mêmes produisaient, ou même peut-être que vous-même êtes jardinier à l'occasion, avez un petit potager, ou peut-être que vous êtes bricoleur, ou d'ailleurs je suis certain que certains d'entre vous sont cuisiniers. Bon, toutes ces choses-là font que vous produisez de la valeur d'usage. Vous produisez de la valeur d'usage, c'est quelque chose, la seule considération que vous avez, c'est de le faire pour l'usage que vous allez en tirer. Eh bien, le capitalisme transforme ces choses-là et fait en sorte que le produit du travail n'est pas principalement une valeur d'usage, mais principalement une valeur d'échange. Le capitalisme organise la production en vue de l'échange. Ce qui importe, ce n'est pas que les gens soient bien assis sur la chaise, ce qui importe, c'est que la chaise, elle soit vendue. Et donc ça, c'est vraiment un basculement de logique. Alors, vous voyez bien, là, je ne tire pas tout le fil, mais on voit bien. Ensuite, si l'important c'est que ce soit vendu, et pas la qualité, pas la valeur d'usage, il va y avoir toute une série de stratagèmes pour permettre de vérifier la valeur d'échange. La publicité, la manipulation algorithmique des comportements, etc., pour pouvoir développer cette valeur d'échange. Donc, la marchandise, c'est une production pour l'échange, mais elle doit bel et bien, si vous voulez, tenir entre deux pôles. Le premier pôle, il faut que ça serve plus ou moins à quelque chose, qu'il y ait une valeur d'usage. Mais le deuxième pôle, il faut que la valeur d'échange, elle soit acceptable dans une société donnée. Hein. Si la valeur de la chaise est beaucoup trop chère par rapport à ce qu'on considère normal, ou ce qui est le développement à un moment donné, eh bien, elle ne sera jamais vendue, cette chaise, et la marchandise n'aura pas lieu. Hein. Donc si vous voulez, la marchandise, c'est doublement social. C'est social parce que ça correspond à un besoin. Ce qu'on va acheter, eh bien, ça correspond à un besoin, c'est reconnu comme un besoin. Et c'est social parce que c'est vendu à un prix qui correspond à l'état de la production.
Alors la deuxième chose qui est importante de comprendre sur la marchandise, au-delà de cette idée de valeur d'usage, valeur d'échange, c'est que cette marchandise, elle résulte de la division du travail dans la société. Si on a besoin de marchandises, c'est parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Et d'une certaine façon, si la société est de plus en plus marchande, c'est parce que la division du travail est de plus en plus avancée. Imaginez un seul instant, dans cette salle, le nombre de personnes différentes qui ont contribué au travail sur ce qu'on a sur nous. Nos t-shirts, l'ordinateur, le micro, la chaise, les bois. C'est infini. Hein, c'est infini. C'est un travail extrêmement complexe qui se retrouve assemblé dans cette salle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la division du travail est extrêmement approfondie. Et cette division du travail est extrêmement approfondie, elle est médiée, hein, c'est-à-dire que tout ça est arrivé ici par le biais d'échanges marchands. Donc voilà, la division du travail permet finalement à des travaux privés menés à différents endroits, ce que vous allez faire dans votre emploi, si vous travaillez dans une usine d'alimentation, si vous travaillez dans une banque, si vous travaillez dans des services de nettoyage, etc. Tout ça contribue à une série de travaux privés qui sont réalisés indépendamment des autres, mais qui vont être liés ensemble par les échanges marchands. Donc ce que dit Marx, là je vous ai mis des citations à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de les lire, mais c'est la même idée, c'est que à travers les relations d'échange s'instaure le fait que les produits du travail sont privés, deviennent effectivement des produits du travail sociable. Une pointe polémique. Vous avez tous entendu parler de Bernard Friot et de la sécurité sociale professionnelle, sans doute. C'est quelque chose qui inspire beaucoup de gens à gauche et qui est très intéressant. J'aime beaucoup Bernard Friot et je pense que c'est très important ce qu'il fait. Mais pour la polémique et pour introduire un peu de piquant, je vais introduire une petite critique qui est liée à ça. C'est que Bernard Friot, il dit la chose suivante. Il dit, on peut avoir un salaire qui reconnaît des compétences, mais on ne va pas mesurer votre temps de travail, c'est juste vos compétences qui fait que vous avez un salaire. Et puis ce salaire, vous allez pouvoir le dépenser en achetant des choses. Mais ce que ne dit pas Bernard Friot, c'est à quel moment donné le salaire est validé, le travail est validé, qui fait que votre travail privé avec vos compétences ont une valeur sociale. La marchandise, ça le fait de manière pas très agréable, mais en même temps, si votre travail ne sert à rien, personne n'achète votre produit, l'entreprise fait faillite et on n'en parle plus. Donc vous voyez, il y a quand même cet aspect régulation qui est lié à la marchandise. Donc c'est ça qui veut dire en fait Marx. Il dit, Marx, les travaux privés deviennent sociaux par la marchandise parce que la marchandise, eh bien, elle valide le travail. Alors on peut imaginer d'autres manières d'organiser la division du travail, mais dans des communautés par exemple, il y a des communautés assez grandes où il y a des centaines de personnes qui peuvent habiter ensemble, et puis le travail est organisé, divisé, et tout est gratuit. Mais bon, il y a une forme, des rôles qui sont attribués, etc. C'est différent. On peut imaginer évidemment un post-capitalisme, mais j'en parle pas maintenant. Alors, fétichisme de la marchandise. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux dans la marchandise? Ce qu'il y a de mystérieux, c'est simplement la chose suivante. C'est le fait que la marchandise, le prix, on voit un objet avec un prix, eh bien ça renvoie aux êtres humains l'image d'un rapport social des producteurs au travail global comme un rapport social qui existe en dehors d'eux. Lorsque vous voyez le prix de la chaise, eh bien vous ne voyez pas le travailleur qui est derrière. Vous ne voyez pas la dégradation de l'environnement qui a eu lieu derrière. Tout ça, c'est dissimulé. C'est rendu, c'est obscurci. Et malgré tout, on va tous et toutes organiser une grande partie de notre activité en fonction de ces signaux qui sont des signaux un peu mystérieux et très parcellaires, qui sont les signaux de marché. Donc c'est ça fondamentalement ce que nous dit Marx. Il nous dit la marchandise est un fétiche parce qu'elle ne permet pas de voir les rapports humains qui existent à travers les échanges de produits. Elle les escamote. Et finalement, elle fait de nous les jouets de ces rapports entre les choses. Dès lors qu'on n'a plus conscience de ces rapports, eh bien on est les jouets de cette chosification du monde. Alors peut-être que certaines et certains d'entre vous se souviennent de ce slogan, qui était un slogan très important du mouvement intermondialiste. Le monde n'est pas une marchandise. Eh bien c'est un slogan très marxiste. Marx, il dit la chose suivante, il dit le capitalisme, le capital a tendance à créer le marché mondial. Immédiatement, c'est donné dans le concept de capital. Et pourquoi il y a cette idée immédiatement que le capital, en se développant, marchandise le monde? Eh bien, parce que le capital, et on va revenir là-dessus, parce que le capital n'est pas seulement un échange marchand simple. Dans le capitalisme, l'échange marchand, ce n'est pas la même chose lorsque vous allez dans un marché de paysans. Si vous allez dans un marché paysan, en gros, vous allez acheter un poulet ou des œufs ou des légumes à un producteur, et grosso modo,
Hein, si vous-même vous êtes producteur, vous êtes du coin, vous savez comment ça se passe. Vous vous rendez compte du prix, vous vous rendez compte du travail qu'il y a derrière, vous vous rendez compte de tout ça. C'est plus ou moins transparent. Certes, il y a un prix, mais le mystère, le fétiche, il est assez faible finalement. Parce que c'est ancré dans un espace de connaissance commun. Dans le capitalisme, c'est très différent. Là, l'échange, ce n'est pas seulement une marchandise contre de l'argent pourrait avoir une marchandise. Un paysan qui vient vendre ses œufs pour racheter des légumes, ce n'est pas ça. Dans le capitalisme, le but, c'est de faire de l'argent, ce n'est pas d'acheter des marchandises. L'argent est l'objectif, la marchandise n'est pas l'objectif. La valeur d'échange est l'objectif, pas la valeur d'usage. Et il y a cette fameuse formule de Marx sur laquelle on va revenir, c'est une logique d'accumulation. Qu'est-ce qui fait le capitalisme? Eh bien, il prend de l'argent, il investit, il achète des machines, il achète des matières premières, il paye du travail, et il revend les marchandises à un prix plus élevé et réalise un profit. On a de l'argent et on va vers plus d'argent. Alors, d'où vient ce surplus d'argent? D'où vient ce surplus d'argent? Eh bien, ce surplus d'argent, chez Marx, le mystère est élucidé. Ce mystère, c'est l'exploitation du travail. C'est l'exploitation du travail. Alors, le travail, c'est une drôle de marchandise avec un A. Pourquoi c'est une drôle de marchandise, le travail? Eh bien, parce que d'un côté, il y a le rapport de travail entre les capitalistes et les travailleurs, sur le plan apparent, c'est une marchandise comme une autre. Vous êtes payé pour travailler, et voilà, en échange, vous travaillez. Mais il y a déjà un premier problème. C'est que lorsque vous travaillez, eh bien, vous rentrez dans un drôle de rapport avec le capitaliste. Vous abdiquez votre individualité. Vous abdiquez votre subjectivité. Vous acceptez d'obéir. C'est un rapport de subordination. Alors heureusement, on n'est plus aux premières heures du capitalisme. Le droit du travail limite le pouvoir des capitalistes à vous gouverner. Il y a des acquis, etc. Mais néanmoins, l'essence de ce rapport n'a pas changé. Vous devez faire ce que vous dites faire. Vous êtes payé pour effectuer un travail. Ce n'est pas vous qui décidez ce travail. Donc c'est un rapport de subordination. Non seulement... Et la conséquence de ça, c'est que le produit de votre travail ne vous appartient pas. Ce que vous allez faire, ce n'est pas vous qui allez décider où ça va aller, comment ça va être utilisé, etc. Ça ne vous appartient pas. Alors la question que pose Marx, c'est pourquoi les salariés font-ils ce marché? Pourquoi acceptent-ils de se mettre dans une relation de dépendance vis-à-vis des capitalistes? Eh bien, la réponse est assez simple, c'est parce que les salariés n'ont pas le choix. Vous et moi, la plupart d'entre nous, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins sans travailler pour un salaire. On est obligé de vendre notre force de travail. On n'a pas les moyens on ne possède pas les machines, on ne possède pas la terre, on ne possède pas le fonds de commerce qui permet de vivre directement de notre propre travail. On a besoin de se faire embaucher pour avoir accès à ces moyens de production. Ces bâtiments, ces ordinateurs, etc., qui vont nous permettre de déployer notre activité productive. Donc c'est ce que dit Marx dans cette citation. Toutes les conditions extérieures requises pour donner cœur à cette puissance, pour permettre de travailler, sont finalement accumulées par le capital. Et de l'autre côté du travail. Donc les salariés doivent accepter ce marché-là. Alors, si ça c'est la raison pour laquelle les salariés acceptent de travailler pour les capitalistes, il y a un deuxième élément qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui est nécessaire pour les capitalistes pour pouvoir se développer en tant que capitalistes? Eh bien, ils doivent avoir du travail qui soit libre. Alors ça veut dire quoi que le capitaliste doit disposer de travail libre? Eh bien, d'abord, ça veut dire que du travail doit être disponible pour être embauché. En fait, il faut qu'il n'y ait pas d'autre choix, mais qu'il y ait donc des travailleurs qui soient disponibles, qui puissent être embauchés. Et historiquement, Marx explique comment ça se passe. Ce n'est pas du tout une belle histoire. C'est des gens qui sont expulsés de leur terre, qui n'ont plus aucun autre moyen que de se vendre à vil prix. Et il faut aussi qu'ils soient détachés, ces travailleurs, de leurs attaches précédentes. En particulier, ce sur quoi insiste Marx, c'est que dans le féodalisme, par exemple, ou dans l'esclavagisme, les travailleurs, ils ne sont pas libres. Ils ont un maître duquel ils ne peuvent pas se détacher. Et là, il n'y a pas de marché du travail qui peut exister. Il
Il n'y a pas de système d'achat libre de la force de travail qui peut exister. Donc il faut que ces vieux liens, hein, les liens des corporations, les liens féodaux, les liens esclavagistes, ne sont pas compatibles, si on veut, avec le capitalisme. Hein. Pour que le capitalisme se développe, il faut qu'il y ait cette forme de liberté du travail. On arrive maintenant au point essentiel. Je vous ai dit que c'était une marchandise spéciale, le travail. Pourquoi c'est une marchandise spéciale? Eh bien parce que c'est la seule marchandise qui crée de la valeur lorsqu'elle est utilisée, lorsqu'elle est consommée. Ah, alors comment ça se passe cette histoire? Alors c'est quoi la valeur de la force de travail? Eh bien c'est ça la valeur de la force de travail. La force de travail, c'est le salaire que vous touchez et ça vous permet, dans un contexte donné, de reproduire votre force de travail. Alors de se nourrir, de se loger, de s'habiller, et puis les besoins sociaux ne sont pas des besoins qui sont stables dans le temps. La société se développant, les exigences du processus du travail lui-même se développant, ce qui fait qu'on est un travailleur adéquat, devient de plus en plus sophistiqué, on a donc besoin d'un panier de biens qui s'élargit. Mais néanmoins, la valeur de la force de travail, c'est fondamentalement le prix du salaire. La valeur qui est produite, c'est autre chose. Si vous prenez la valeur finale d'un objet, vous allez avoir d'une part ce qui correspond à la valeur transférée des moyens de production. Si vous achetez par exemple cette gourde, eh bien cette gourde dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir des machines qui vont avoir travaillé le métal, puis il va y avoir le prix du métal lui-même, il va y avoir le prix qui a été payé pour la peinture, le prix pour les pistolets à peinture et tout ça. Donc ça, c'est les moyens de production. C'est la première partie de la valeur de cette gourde. La deuxième partie de la valeur de cette gourde, c'est quoi? C'est le temps de travail nécessaire qui va être dans cette usine pour faire en sorte que cette gourde soit produite. Et puis, il y a encore un autre truc. Et bien, l'autre truc, c'est quoi? C'est le surtravail. C'est ça l'origine du profit. C'est la survaleur. Et le mystère du capitalisme, c'est que on dépense de l'argent, le capitalisme dépense de l'argent pour acheter des moyens de production, pour acheter du travail, mais à la fin, il est en mesure de vendre à un prix plus élevé, et cette valeur plus élevée, c'est la survaleur. Les profits sont du travail non rémunéré. Au fond, c'est ça. La survaleur, elle vient de nulle part ailleurs. Cette survaleur, c'est du travail, mais du travail qui n'est pas payé. Pour le donner avec un exemple, et Marx prend cet exemple-là, eh bien, dans une journée de travail, vous allez travailler, mettons, pendant 5 heures pour vous, 6 heures pour vous, et pendant 2 ou 3 heures, vous allez travailler gratuitement pour votre patron. Alors, comment peut faire un patron pour augmenter la survaleur? Puisque quand même, ce qui intéresse les capitalistes, c'est de faire du profit. Et ce n'est pas une vieille lune. Si vous suivez l'actualité économique, tous les jours, l'obsession permanente des investisseurs, c'est est-ce que les profits sont là ou est-ce qu'ils ne sont pas là? À quel rythme ils augmentent ou ils n'augmentent pas? C'est la seule question qui compte. Alors il y a des tonnes de détermination, il n'y a pas que le niveau des grèves, il y a la guerre en Ukraine, il y a les incendies, il y a plein de choses, l'évolution de la législation, mais toutes ces questions-là sont regardées à travers un prisme, est-ce que dans tel secteur on va faire plus ou moins de profit? C'est ça vraiment la question essentielle. Alors du point de vue du travail, de l'exploitation du travail, comment on peut augmenter les profits? Eh bien il y a deux manières. D'abord il y a la production de survaleur absolue. Eh bien c'est tout simplement le fait on a le travail nécessaire, et puis on a le surplus et on va éventuellement rallonger la journée de travail. On faisait travailler 35 heures et puis finalement on va dire on peut passer pour lutter contre les délocalisations, comme ça s'est fait à Bosch, pas très loin d'ici, je crois que c'était dans la Drôme il y a quelques années, on va revenir aux 39 heures sans augmentation de salaire. On dit voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Bon, voilà. Donc augmenter la durée du travail, c'est un moyen d'augmenter les profits. Ça a été un des moyens importants au début du capitalisme. Mais ce n'est pas vraiment ça qui donne un caractère dynamique au capitalisme. On voit bien qu'il y a une limite. On voit bien que si on regarde ce qui s'est passé dans les pays riches depuis 2 siècles, ce n'est pas l'augmentation du temps de travail qui est la règle principale d'augmentation du profit. Donc il y a une autre méthode. L'autre méthode, c'est quoi? Eh bien, c'est la production de survaleur relative. Donc on retrouve la même chose, on a le temps de travail nécessaire, on a la survaleur, et là qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va diminuer le coût du temps de travail nécessaire. On va travailler plus efficacement. On va augmenter la productivité. Alors là, il faut que vous compreniez, c'est vraiment le mécanisme extraordinaire qui fait que le capitalisme est une machine fascinante. C'est une force révolutionnaire, Marx le dit très bien. Pourquoi c'est une force révolutionnaire? Parce que justement, pour augmenter les profits, les capitalistes, ils sont en concurrence pour être plus efficaces. Si vous êtes plus efficace, vous allez vendre au même prix que votre voisin, mais ça va vous coûter moins cher. Et donc, c'est une incitation énorme à investir. Et donc, à innover et à être plus efficace. Cette recherche de la
production de plus-value relative, hein, de survaleur relative, cette recherche d'efficacité est le moteur du capitalisme. Vous êtes en concurrence avec les autres, vous voulez faire plus de profit, vous ne pouvez pas augmenter votre temps de travail, le rapport de force entre classes ne le permet pas, ou les gens sont plus efficaces, tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez innover. En innovant, vous allez permettre de travailler plus efficacement. En travaillant plus efficacement, eh bien, vous allez diminuer vos coûts et approprier davantage de profit. Et ça, c'est une force extrêmement dynamique. Il faut bien comprendre que ça s'épuise. C'est un truc qui est permanent. Vous innovez, vous êtes rattrapé, vous innovez plus, vous êtes éliminé, ou vous innovez de nouveau, etc. Donc il y a cette espèce de processus permanent où les profits ne sont jamais garantis. Les profits sont toujours soumis à cette logique de concurrence, hein, de déstabilisation. C'est ça le moteur du capitalisme. L'exploitation, par l'augmentation de l'efficacité, est le moteur clé du capitalisme. Alors, troisième idée. Le capital, c'est de la valeur en mouvement. Ça va? Tout le monde tient? C'est à peu près clair? Personne ne va tomber dans les pommes? Bon. Ok. Moi, je vais boire un verre d'eau quand même parce que c'est un peu chaud. Et je vais vous donner à méditer là-dessus en attendant. Ça serait pas mal de se baigner dans un torrent de montagne, là, hein, un truc un peu frais comme ça. Alors, pourquoi je vous montre le cycle de l'eau? Quel est le rapport, à votre avis, entre cette histoire de cycle de l'eau et mon histoire de capital comme de la valeur en mouvement? Oui. C'est exactement ça. Donc, ce qu'a dit le camarade, c'est que l'argent, hein, il est utilisé quelque part, il est réutilisé ailleurs, il circule, il n'est pas figé. Et de la même manière, l'eau, dans le cycle de l'eau, elle circule. C'est exactement ça. Mais il y a un petit truc en plus que je trouve vraiment super, c'est pas moi, c'est David Hervé, hein, qui a fait cette analogie, mais je trouve que ça marche vraiment très bien. C'est que non seulement l'eau, elle circule, mais comme vous le voyez là, elle prend des formes qui sont complètement différentes. L'eau, à des moments, c'est l'eau des océans, à d'autres moments, c'est des nuages, à d'autres moments, c'est de la grêle, de la neige, de la glace, des lacs souterrains, un torrent de montagne, bon, ouais, tout ça. Donc, ça change beaucoup. Ben, de la même manière, le capital, ce n'est pas une forme figée. Le capital, ça va être de l'argent dans une banque, ça va être un stock de carburant, ça va être des brevets sur telle chose, ça va être des voitures sur un parking, ça va être, vous voyez, ça prend plein de formes. Et pourtant, c'est toujours du capital. Le capital, ce qui compte, c'est que ça ne reste pas au même endroit. Si vous avez un trésor enterré au fond de votre jardin, eh bien, ce n'est pas du capital. Il dort au fond de votre jardin, il n'est pas valorisé, il ne se passe rien. Pour que ça soit du capital, il faut que ça soit dans un projet d'augmentation de la valeur. Dans un projet d'augmentation de la valeur. Et là, vous voyez la différence entre l'eau, le cycle de l'eau et le cycle du capital. C'est que le cycle de l'eau, c'est un cycle. Le capital, c'est cyclique, mais c'est une spirale. Ça augmente. De période en période, ça doit être de toujours plus gros. Il y a cette spirale, cette logique d'augmentation infinie. Donc le capital de la valeur en mouvement. Alors, ça c'est du Marx dans le texte. Je vous en ai déjà montré, mais je ne vous l'ai pas fait lire. Peut-être que je vais vous laisser lire cette citation un peu longue, un peu difficile. Mais prenez 2 minutes. Est-ce que tout le monde arrive à lire ou c'est trop petit? Non? Ça va? Ben, je vous laisse le lire 2 minutes, réfléchir un petit peu, puis on va rebondir dessus. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Marx, là-dedans? Ben, il nous dit qu'il y a au moins 3 moments dans la circulation du capital. Au moins 3 moments. Le premier moment, c'est le moment de la circulation. C'est le moment où il y a de l'argent qui va être mis sur la table par le capitaliste. Voilà. Vous êtes un entrepreneur, vous avez une idée de génie,
et bien qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir la banque et vous allez lui dire « Faites-moi confiance, j'ai une idée de génie ». La banque, elle tombe en pamoison devant votre projet, vraiment, qui est tellement dans l'air du temps et tellement extraordinaire. Elle vous, elle vous livre une ligne de crédit. Qu'est-ce que vous faites avec cette ligne de crédit? Eh bien, vous allez louer un local, vous allez acheter des ordinateurs et des bureaux ou des machines selon votre projet, vous allez payer des salariés, vous allez payer vos factures d'électricité, vous allez payer les matières premières dont vous avez besoin. Et donc ce moment-là, c'est le premier moment, si vous voulez, il faut pouvoir rassembler les moyens de production nécessaires à ce projet productif. Et pour ça, il faut déjà de l'argent. Donc on commence, non pas comme le paysan avec sa marchandise pour avoir de l'argent pour acheter de la marchandise, mais là on commence avec de l'argent. La première chose, c'est de l'argent qui doit être investi en vue d'un projet productif. Donc première phase, on achète les moyens de production. Deuxième phase, c'est le procès de production lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Parce que le procès de production, il se passe deux choses dans ce procès de production. La première chose qui se passe, c'est que vous allez devoir réaliser effectivement votre projet. Imaginons que vous voulez produire des tartes au brocoli congelées et qu'elles soient bio et locales, c'est vraiment un truc super, c'est dans l'air des temps, c'est excellent pour la santé. Et donc c'est ça votre projet productif. Eh bien il va falloir que vous soyez effectivement capable de les produire, ces tartes au brocoli congelées. Il va falloir que vos ingrédients soient de qualité, propres à la consommation, que la cuisson arrive à temps, qu'ils ne soient pas abîmés, qu'ils soient stockés avant d'arriver au consommateur. Bon, tout ça. C'est un vrai problème. Il y a des vraies tâches d'organisation, de production. Donc il faut que la production de valeur d'usage, vous vous souvenez, on avait vu ça avant, il faut qu'elle arrive bien au fond. Mais il faut aussi une deuxième chose. Quand vous êtes dans la production, dans un projet capitaliste, vous n'êtes pas seulement dans la production de valeur d'usage, vous êtes dans la production de valeur d'échange. Et donc, il faut que l'utilisation du travail permette bien de créer cette survaleur qui était promise à la banque. La banque, elle vous a promis de l'argent parce qu'elle savait que vous alliez la rembourser avec intérêt. Donc, il faut que vous soyez capable de générer plus de valeur que vous n'en avez dépensé. Et bien donc, cette obligation de rentabilité, eh bien, elle se joue aussi à ce moment-là de la production. Il faut que vos travailleurs ils soient capables de produire plus de valeur que celle qui a été dépensée pour mener à bien ce projet. Alors, même si tout se passe bien, que vos tartes au brocoli sont là, que vos travailleurs ont bien travaillé, etc., eh bien, il reste un autre moment. Et cet autre moment, c'est le moment de la réalisation. Est-ce que vous allez vraiment trouver les clients? Est-ce que finalement, la tarte au brocoli, c'est pas un peu has-been, quoi? Puis les brocolis, c'est pas un peu fade? Et si vous avez mis, par exemple, du comté au lieu de mettre de la tarte, au lieu de mettre du chèvre dans votre tarte au brocoli, ça marche pas du tout. Ça marche beaucoup mieux avec du chèvre. Mais là, voilà. Bon. Donc, est-ce que votre valeur d'usage, elle va être au rendez-vous? Ou est-ce que ça va pas être trop cher? Ben oui, il y a l'inflation. Le pouvoir d'achat, il est rogné. Les Français ont diminué de 10% leurs dépenses alimentaires en un an. C'est du jamais vu depuis les années 80. C'est vraiment un truc extraordinaire. C'est une crise très forte. Bon. Si vous aviez lancé votre projet de tarte au brocoli bio local, qui est un peu, si vous voulez, un produit un peu chic, et bien dans un contexte comme ça, vous vous cassez la figure. Bon. Donc, il faut que la réalisation soit aussi là. Qu'est-ce que ça nous montre, là, ce que je vous ai raconté? Il y a ce schéma, vous n'allez rien comprendre, c'est en anglais, en plus ça ne sert à rien, mais c'est juste moi pour parler que je l'utilise. En gros, je vous raconte ce qu'il y a dessus, mais je vous le dis différemment. Eh bien, ce que nous dit ce schéma, ce que nous dit Marx, c'est que finalement, le capital, il a plein de raisons d'être en crise. Il y a plein de manières d'avoir une crise capitaliste. La crise, elle peut avoir lieu à tous les niveaux que j'ai évoqués précédemment. La crise, elle peut avoir lieu parce que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une crise financière. On est en 2008, il y a eu les subprimes, des excès, etc. Et du coup, les banques, elles ne prêtent pas d'argent. Vous aviez votre projet, il est génial. 6 mois avant, les banques, elles prêtaient largement, maintenant, elles ne prêtent plus. Ou alors, il y a de l'inflation. Avant, les taux d'intérêt faibles, maintenant, ils sont à 5%. Votre truc est plus viable, c'est foutu. Donc, crise dans la sphère de la circulation, vous n'avez pas le moyen d'avoir accès à l'argent, vous ne pouvez pas lancer. Ou alors, il y a le coronavirus, et alors là, manque de bol, impossible de faire venir votre matière première dont vous avez besoin de tel ou tel endroit. Donc ça, c'est le premier élément de crise. Deuxième élément de crise, c'est crise dans la production elle-même. Crise dans la production elle-même. Il y a un grand mouvement contre les retraites, avec une grève générale reconductible qui dure depuis 2 mois. C'est quand même pas de bol. Vous n'étiez pas vraiment pour la retraite à 65 ans, c'est pas votre problème, vous étiez capitaliste. Mais vos salariés, eux, ils sont mobilisés, ils sont syndiqués, ils font grève. Eh bien, votre projet productif, il est mis en difficulté. Bon, il y a voilà. Donc là, l'idée que le travail, ça ne va pas de soi. Il peut y avoir des conflits sociaux, etc. Il peut y avoir aussi des problèmes, pas de bol, la salmonelle. Vous avez une partie de votre fromage qui est contaminée. Donc, il peut y avoir un problème au niveau de la production. Vous pouvez aussi avoir un problème qui est lié maintenant au niveau
de la consommation elle-même. Est-ce que la demande va être au rendez-vous? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas le pouvoir d'achat, les gens ne peuvent pas acheter vos produits, du coup ça ne se réalise pas. Tout ça, c'est des crises capitalistes. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire chez Marx, la crise du capitalisme, c'est comme ça ou c'est comme ça. La crise du capitalisme, elle est toujours présente. Il y a toujours un problème pour faire autant de profit que ce qu'aimeraient faire les capitalistes. Mais ça se déplace. Un coup, ça se manifeste par l'inflation. Un coup, ça se manifeste par des délocalisations. Un coup, ça se manifeste par une crise financière. Et tous ces mouvements-là que j'évoque, eh ben, ça génère de la dévalorisation des capitales. Certaines entreprises font faillite, certains actifs valent moins cher, etc. Donc le capitalisme, on dit parfois, c'est un slogan d'extrême gauche, le capitalisme c'est la crise. Mais oui, c'est vrai, c'est la crise. Ce n'est pas la crise totale, ça se régule, il y a des phases plus ou moins aiguës, mais c'est toujours de l'instabilité. Il y a de la créativité, mais il y a toujours de l'instabilité, il y a toujours de la dévalorisation. Et elle se déplace selon les différents lieux. Donc quand on dit le capital c'est de la valeur en mouvement, c'est des projets de valorisation qui sont là, qui réussissent ou qui échouent. C'est pas donné. Un des exemples les plus délirants du capitalisme, c'est que cette idée de valeur en mouvement, toujours nécessairement liée à la production, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, peut apparaître de manière illusoire comme étant quelque chose de purement monétaire financier. C'est la forme la plus fétiche du fonctionnement du capitalisme, c'est le capital fictif. C'est la finance. C'est l'idée qu'on peut faire avec de l'argent des petits, comme le poirier fait des poires. Et que, voilà, y a une façon comme ça émerge comme ça. Bon, évidemment, c'est faux. Mais il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent avec cette idée fausse. Donc, si on est capable d'être au bon endroit et récupérer les rentes financières, il y en a qui réussissent, ça existe bien pour les gens qui s'enrichissent. Mais derrière ça, il y a toujours un procès de travail. Il faut toujours, pour dépenser la fortune des super riches qui a été faite par la finance, eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui aillent construire leurs yachts et qui nettoient leurs appartements et qui s'occupent de leurs poubelles et qui apportent leur réseau d'électricité, etc. Donc il y a toujours du travail. Ça n'existe pas, la valeur financière ex nihilo. Elle est toujours liée au travail. Mais elle peut s'en éloigner. Tant qu'elle n'est pas vérifiée, tant qu'elle n'est pas réalisée, eh bien, après tout, si on a de l'argent en banque, vous croyez que l'argent que vous avez sur votre compte en banque, ça marche? Et tous les jours, vous vérifiez que vous pouvez bien acheter avec des pâtes. Mais après tout, peut-être qu'un jour ce ne sera pas possible, ce n'est pas la même chose qu'avoir un paquet de pâtes. Bon. Et bien pour la valeur financière, c'est un peu la même chose. Il y a des grosses dévalorisations, mais ça marche aussi très, très fréquemment. Alors là, je vous ai mis une illustration, c'est une des vitrines de SV Bank, c'est la dernière banque qui a fait faillite, la banque de la Silicon Valley, au printemps, pour vous rappeler qu'il y a des crises financières qui sont toujours là. Il y a eu 2008, mais on est encore dans une période où il y a de la fragilité financière, et ce qui s'est passé au printemps est un nouveau signe de cela. Alors, très chers camarades, je vous félicite d'être arrivés là, et la bonne nouvelle, c'est qu'on se rapproche vraiment de la fin. Donc, je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle la socialisation, et c'est l'idée qu'il y a une tendance historique dans le capitalisme. Il y a un mouvement historique dans le capitalisme qui fait que peut-être que certaines et certains d'entre vous ont suivi la formation sur le matérialisme historique de mon ami Stathis Koulakis plus tôt. C'est que le capitalisme est pris dans un mouvement historique. Et dans ce mouvement historique, il y a un mouvement interne, qui est ce mouvement de socialisation, interne au capitalisme, j'entends. Et c'est pour Marx plutôt une bonne nouvelle. Alors il y a une dimension prophétique, positive. Il y a des textes où il est moins positif. Voilà. C'est là où le Marx est génial parce qu'il y a de la prophétie, mais en même temps il se rend bien compte que c'est plus compliqué. Je vais essayer de vous rendre compte un peu de ces idées-là, mais avec la dynamique. Alors je vais passer ça, parce que ça va être un petit peu embêtant de regarder dans le détail. Peut-être simplement retenir cette idée. Ça, c'est une idée du jeune Marx qui ne va jamais le quitter. C'est une méthode. Ce n'est pas un utopiste, Marx. Ce n'est pas Fourier, ce n'est pas quelqu'un qui fait des modèles. Il dit, dans le monde tel qu'il est lui-même, il y a des promesses qui sont là. Et à nous de les déchiffrer, de les retourner contre les discours qui existent pour montrer ce qui peut advenir. C'est toujours de partir de l'existant, du mouvement historique, et travailler le mouvement historique de l'intérieur. Ce n'est pas de l'utopie. C'est vraiment du travail au sein du mouvement historique. C'est pour ça que c'est très important de comprendre le capitalisme. Parce que pour Marx, il y a cette idée qu'en le comprenant, on va aussi comprendre les coins qu'on peut pousser, qu'on peut enfoncer pour faire basculer le système et sa logique. Alors, quel est le mouvement historique? Eh bien, le mouvement historique, c'est un mouvement de socialisation croissante. Il a une formule, vous pouvez retenir juste la formule, et puis ça vous aidera peut-être à vous souvenir du mécanisme, c'est l'expropriation des expropriateurs. Là-dedans, il y a tout.
il y a le début du capitalisme et sa fin. Expropriation des expropriateurs. Alors, pourquoi des expropriateurs? Eh bien, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'origine du capitalisme, il y a le fait qu'on a démantelé les structures féodales, on a chassé les paysans des terres communales, on a démantelé les corporations, etc. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement d'expropriation. Les capitalistes se sont accaparés les ressources, les moyens de production, qui leur ont permis ensuite d'engager ce projet de valorisation. Donc, les bourgeois sont des expropriateurs. Ce sont des expropriateurs, mais eux-mêmes s'exproprient beaucoup entre eux. Il y a une formule qui n'est pas dans la traduction française, mais qui est en anglais, qui dit « One capitalist kills many ». Un capitaliste tue beaucoup de capitalistes. Eh bien oui, c'est la concurrence. Le mouvement historique de la concurrence, c'est qu'il y avait beaucoup de producteurs, plutôt de petite ou moyenne taille, et il y en a historiquement de moins en moins. Ils sont des entreprises de plus en plus grandes. Et peut-être que parmi vous, il y avait, parmi vos familles, il y avait des petits commerçants, ou il y avait des gens qui avaient une petite PME avec quelques employés, etc. Il y en a de moins en moins. Pourquoi il y en a de moins en moins? Eh bien parce que c'est plus efficace de travailler dans des plus grosses unités de production. Et donc, si vous étiez... Les cordonniers, c'est quelque chose qui a quasiment disparu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le prix du travail de cordonnerie par rapport au prix de se racheter des chaussures neuves, ça ne tient plus, ça ne marche plus. On ne peut plus vivre de ce travail-là, où c'est très difficile. Donc on a ce mouvement, si vous voulez, d'expropriation des producteurs par des producteurs de plus grande taille. C'est le mouvement de socialisation. Lorsqu'on entend socialisation et qu'on est militant, on se dit « ouais, ça y est, on a gagné et tout ». Non, mais ce que veut dire Marx, c'est pas ça. Il veut dire que ce n'est pas privé, ce n'est pas individuel, c'est social. Le mouvement historique de la production capitaliste, c'est un mouvement de montée en échelle. On est dans des unités qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus efficaces, avec de plus en plus de monde, et avec de plus en plus de coordination consciente. La planification, par exemple, un terme qu'on réclame aujourd'hui. Mais la réalité de la planification, c'est d'abord la planification qui a lieu dans les grandes entreprises aujourd'hui, et à très grande échelle. Donc, pourquoi cette socialisation a lieu? Alors, je vais reboucler, me répéter un petit peu, mais pour être sûr que les mécanismes sont bien compris. Cette socialisation, elle a lieu parce que, souvenez-vous tout à l'heure, pour faire des profits, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut innover. Pour faire des profits, il faut innover. Innover, il faut investir. Si vous êtes un capitaliste sympa, qui payez bien vos salariés mieux que les autres, eh bien, peut-être que si vos salariés sont plus efficaces, vous allez réussir à vous maintenir et à exister. Mais si vous êtes vraiment très sympa et que vous les payez vraiment beaucoup mieux que les autres, individuellement, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire moins de profit, même si vous restez rentable. Très vite, vous allez décrocher. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas la capacité de réinvestir suffisamment pour innover et vous maintenir dans la course concurrentielle. Donc la logique du capitalisme, c'est vraiment de faire de l'argent, non pas pour le dépenser. Alors aujourd'hui, il faudrait qu'on en discute, là je vous parle de la logique du système. Aujourd'hui, on vit dans une situation où on a des super riches qui dépensent beaucoup d'argent de manière ostentatoire. Et peut-être qu'on est à une limite du capitalisme. Mais l'histoire de son développement historique, c'est pas ça. Il y avait des riches qui dépensaient des consommations de riches. Mais une grande partie des dépenses des capitalistes, ce n'est pas des consommations privées, c'est du réinvestissement. Et cette logique de réinvestissement est nécessaire. Donc pour un capitaliste, faire des profits est une obligation. Mais si vous réinvestissez, vous êtes plus efficace et vous bouffez les autres et vous travaillez à une plus grande échelle. Donc chez Marx, il y a cette idée, c'est de la socialisation parce qu'on doit investir davantage. En investissant davantage, on change d'échelle, on s'agrandit. En s'agrandissant, on fait des économies d'échelle. Ça coûte moins cher de produire par unité. On est plus puissant, plus efficace, on est plus gros. Donc le capitalisme, c'est ça. C'est un mouvement de socialisation pour l'efficacité productive. Mais vous voyez bien qu'au bout d'un moment, il y a un problème. C'est quoi la ligne d'horizon de tout ça? La ligne d'horizon, c'est la monopolisation. C'est la disparition de la concurrence entre capitalistes. C'est un seul capitaliste général. Et ça, un seul capitalisme général, ça n'a plus aucun sens d'avoir de la propriété privée, d'avoir une loi de la concurrence, etc. Et Marx nous dit, eh bien, ce mouvement de socialisation, il arrive à un certain moment où c'est aberrant d'avoir de la propriété privée. Autant ça fait sens, le petit entrepreneur qui a son truc, qui sait faire, qui a son projet original, il est un peu dégourdi, ok, pourquoi pas. Mais quand on a des entreprises avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de salariés, comme Walmart ou Amazon, ça n'a aucun sens de l'idée qu'il y a un entrepreneur qui joue un rôle là. C'est plus le cas. Ce qui joue là, c'est une forme de technocratie privée. Et donc, là, ça sape les bases du système. Et nous dit Marx, arrivé à ce moment-là, les expropriateurs du début,
ils vont être expropriés parce qu'ils n'ont plus de base sociale, ils ne sont plus personne, il n'y a que des salariés en face d'eux. Et donc c'est ça le projet, la logique de Marx, c'est que finalement, le capitalisme socialise de plus en plus la production, et au bout du compte, eh bien, il crée les bases d'une production socialisée, homogène, etc. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que Marx il va chercher à regarder où est déjà ce socialisme en germe dans le capitalisme. Et il va nous dire, par exemple, eh bien, il y a une forme de suppression du mode de production à l'intérieur même du capitalisme, par exemple, avec les sociétés par action. Ben oui, c'est très bizarre, les sociétés par action. En fait, ce n'est pas un capitaliste qui possède et qui dirige. C'est des gens qui possèdent des bouts de papier, qui récupèrent des profits, et puis d'autres qui vont diriger l'entreprise. Mais ces deux fonctions capitalistes qui avant étaient unifiées en une seule. Là, elles sont séparées. Du coup, il est où le capitaliste lorsqu'on parle d'une société par action? Il y a des couches financières et il y a des managers. Mais on n'a plus la figure historique du capitalisme qu'on avait. Donc il dit, bah, ça c'est une forme de destruction interne au système. Bon. Et il dit, de manière plus positive, il y a les coopératives, bah, il y a les travailleurs qui s'organisent, qui peuvent essayer de... Bon. Donc ils cherchent comme ça, un peu dans le capitalisme, des bouts de choses qui sont différentes et de les faire travailler. Et bon, c'est ce que montre cette citation. Il dit donc les formes coopératives, c'est quelque chose qui est positif, c'est résolu positivement, alors que les sociétés par action, c'est résolu négativement. Oui, allez-y. Non. Non, il ne dirait pas ça. Pourquoi? Parce que la logique d'accumulation du capital, elle est toujours présente. Mais ce qui veut dire, c'est que la logique même du système, le principe même du système, la propriété privée des moyens de production, est en fait mise en cause. Même si vous regardez d'un point de vue juridique, on est à un point de tension. Une entreprise, c'est une raison sociale. Ce n'est pas que la propriété de son propriétaire. C'est une raison sociale. Alors certes, il y a une appropriation du surplus par les propriétaires, du profit par la classe financière, mais l'entreprise a déjà un statut qui est encadré par la loi, qui est... Bon, alors, on reste évidemment dans la logique d'accumulation du capital, etc., mais on voit qu'on touche les limites, c'est ce qu'il veut dire. Il y a une forme de contradiction interne. Alors, pour revenir à un débat peut-être plus contemporain, on voit bien qu'il y a une forme de limite aussi dans ce raisonnement-là. Cette idée qu'il faudrait pousser le capitalisme au bout de sa logique et que là, ce serait le socialisme, ça fait un peu flipper, quoi. Un monde d'Amazon généralisé, est-ce que vraiment c'est ça dont on a envie? Et bien Marx lui-même mettait ça aussi en tension. Il disait, le problème de cette coopération capitalisme, c'est qu'elle est extrêmement aliénante. Et un des risques, c'est que finalement le dépassement, ça ne soit pas un dépassement, ça soit juste un écrasement. Et qu'il y ait une espèce de fin du capitalisme qui soit un capitalisme monopolistique, hyper puissant, dans lequel les forces de résistance ne soient pas là. Donc, conclusion ambivalente. Se battre, oui, parce que le système est aberrant. Arrivé à un certain moment, il n'y a pas du tout la logique d'entrepreneuriat qui domine, c'est quelque chose qui est marginal. Ce qui domine, c'est des rentes et une domination d'une classe avec des inégalités extrêmes, sans contrôle conscient sur l'organisation de l'économie, alors même que les moyens de le faire sont là. Donc, je crois que je vais m'arrêter là-dessus, en vous remerciant pour votre attention, et puis sans doute en attendant vos questions, vos commentaires, vos remarques.